Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, 10 ans après Charlie. Éric Delbecq, bonjour. Vous avez écrit Les Irresponsables aux éditions Plomb. Je rappelle que vous avez été directeur sûreté de Charlie Hebdo, hein, bien sûr, après l'attentat. Vous êtes expert en sécurité intérieure. Alors, sécurité, c'est sûreté d'ailleurs, hein, parce que il faut apporter une petite nuance. On va voir ça dans un instant. Avant de voir avec vous qui sont ces irresponsables, ce que vous décrivez en fait dans votre livre, j'aimerais aussi entendre des Français 10 ans après Charlie sur cet esprit en fait, Charlie. Tiens, écoutez. On s'en souvient comme si c'était hier, quoi. Comme si c'était hier. Et puis bon, on a été traumatisés et on pense beaucoup aux survivants, à ceux qui ont le courage d'écrire encore dans Charlie Hebdo. L'émotion est intacte. Surtout, oui, le souvenir de gens qui ont laissé leur peau, franchement, pour rien. C'est trop con, quoi. C'est une horreur de tuer des gens pour des dessins. Je suis toujours aussi horrifié, aussi choqué, bouleversé par ça, quoi. On est victime aussi de la connerie humaine et de l'inculture des gens qui comprennent même pas quel est le deuxième degré d'une caricature. Certains qui ont payé pour rien, disaient ces Français au micro de Clément Barguin. Éric Delbecq, 10 ans après. Alors bon, je pense pas que ce soit pour rien. C'est dramatique, c'est atroce, on aurait voulu que ça n'arrive pas. En revanche, le combat qui les réunit, au contraire, il est essentiel. La question, c'est effectivement qu'on n'ait pas pu les protéger. En revanche, je crois pas qu'ils sont morts pour rien. Ouais. Non, ils ont, entre guillemets, participé à une forme d'éveil face à la menace terroriste, quoi. Ouais, alors, sans doute. Et ils incarnent surtout une partie de notre esprit, ils incarnent une résistance, ils incarnent une volonté de ne pas céder, parce qu'on le voit de plus en plus d'ailleurs dans l'atmosphère intellectuelle, culturelle. Non seulement quand on dit certaines choses, on prend une volée de bois vert, mais ça conduit surtout la plupart des gens à s'auto-censurer. C'est ça qui me frappe aujourd'hui. Ouais. Les gens ont peur de parler, les gens ont peur de penser. Quand vous soulevez un sujet, il y en a déjà qu'on voit en train de trembloter en disant « mais on ne peut pas dire ça », sous-entendu « on peut même pas le penser ». On a envie de dire aux gens, détendez-vous. Et l'esprit Charlie, c'est de dire, non seulement on peut parler, on peut penser, on peut s'exprimer, on peut dessiner, et éventuellement on peut se moquer. Ouais. Il y a eu un recul, alors, pour certains, peut-être de la pensée, de la façon de pouvoir s'exprimer sur certains sujets. Bah c'est ça qui est intéressant, c'est que la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que pour une partie des gens, et notamment pour un journal comme Charlie, il n'y a pas eu de recul. Il y a même une avancée et une volonté de ne pas céder à la pression. Et pour beaucoup d'autres gens, il y a effectivement une volonté de ne plus penser. Et puis il y a une troisième faction, si je puis dire, qui eux sont vraiment dans la provocation et dans la destruction. Et là, c'est plus du dessin satirique, c'est plus s'amuser pour comprendre. Là, c'est agresser. Oui. Là, vous pensez à certains, en fait, à gauche, extrême gauche. Oui. Étant donné que j'essaie, moi aussi, de toujours rester dans cet esprit Charlie, je vais dire les choses très clairement. Quand on a un parti politique qui s'appelle LFI, qui est représenté au Parlement et qui en permanence fait tout pour saper la République, je crois qu'on va clairement dire les choses. Il condamne quand même les actes terroristes. Il condamne les actes terroristes. Ah, vous croyez ? Oui, bah tout de même. Non, mais il les condamne de loin où il y a longtemps. Monsieur Mélenchon, il condamnait l'attentat sur Charlie quand c'est arrivé. Depuis, il a dit des choses absolument innommables sur Charlie. Je crois même qu'à une époque, il a suggéré que Charlie était d'extrême droite. Bon, et quand vous prenez la longue liste des propos des membres de cette organisation depuis maintenant quelques années, où j'en ai un en tête qui m'est resté, parce que celui-là je l'ai vraiment pas digéré, quand une certaine dame, tout le monde verra qui c'est, fait une sortie sur un dessin de Coco, vous n'aurez pas notre haine mais vous la méritez. Qu'est-ce que c'est que une attitude de pouce au crime? Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une attitude de pouce au crime? Est-ce que ça n'encourage pas les gens à pratiquer la violence? Au bout d'un moment, il faut regarder les choses en face et ne pas dire le contraire de ce que tout le monde voit et ressent. Voilà, vous dites tout le monde, quoi. Si donc, moi demain matin je vous dis Patrick Roger, vous n'aurez pas ma haine mais vous la méritez, et avec des gros yeux où je dis le premier qui va passer dans la rue et qui éventuellement vous mettrez une claque a raison. Vous prenez un autre exemple encore plus récent, Manuel Valls qui est victime
à l'antenne de je ne sais comment on peut qualifier, parce que c'est au-delà de grossiers personnages, et que vous avez des LFistes qui trouvent ça bien et qui applaudissent de manière absolument non seulement idiote, mais pour le coup provocatrice au mauvais sens, c'est-à-dire d'incitation à ce que ça continue. Qu'est-ce que c'est d'autre que la propagation de la violence? Et en plus à des fins électoralistes, à des fins de pouvoir, donc c'est encore plus abject. Bon, eux s'en défendent pour certains en disant non, c'est pas vrai, mais on veut rétablir certaines choses, la vérité. Bon, chacun a sa vérité rétablir ou abroger. Abroger, par exemple, le délit d'apologie du terrorisme. Alors, alors, là, ils disent oui, mais il y a déjà dans la loi la possibilité. Oui, bien sûr. Alors, vous allez jusqu'à évoquer quand même dans votre livre les irresponsables, l'État. Qui sont ces irresponsables? Donc, moi, je l'ai lu, hein, mais pour les auditeurs qui n'ont pas lu et qui vont découvrir votre livre, quoi. Alors, si on parle de l'État, c'est un certain nombre de politiques, ça me paraît assez clair, ou de hauts fonctionnaires. Parce que il faut bien expliquer aux gens que souvent il se passe quelque chose aussi entre la décision politique et la dispersion de la consigne dans l'administration, hein. C'est la doctrine de l'édredon. Il y a plein de choses qui se perdent au fur et à mesure. Et puis vous avez des hauts fonctionnaires ou des gens assez bien placés dans la chaîne alimentaire des organisations. Donc même s'ils sont pas hauts fonctionnaires en titre, en tout cas ils ont des postes importants, qui se disent oh là là, il est urgent de ne rien faire ou pas grand chose, parce que ça c'est un truc à avoir des ennuis, et que généralement quand on a une action ferme et vigoureuse, il y a des chances que ce soit pas forcément bon pour l'avancement. Alors je vous donne un exemple concret entre le discours des Mureaux et la loi de 2021 sur renforçant les principes de la République, qui préconise un certain nombre de choses. Vous voyez bien que quand vous arrivez dans les organisations et notamment un certain nombre de services publics, il y a eu de la perte en ligne. Donc il y a des mesures en fait qu'on n'applique pas, par exemple. Non mais ça c'est vrai, le discours des Mureaux c'était Emmanuel Macron, hein, bien sûr, dans l'éducation nationale, et puis on sait que par la suite d'ailleurs ça a coûté quasiment son poste à Blanquer, hein, pour certains, parce que Blanquer lui voulait aller dans ce sens. Bon, après il y a eu d'autres histoires qui l'ont probablement perdu, mais c'est vrai qu'il voulait appliquer cette fermeté sur la laïcité, en tout cas dans les écoles. Il y a quand même eu aujourd'hui, je parlais d'éveil tout à l'heure, dans certains médias, chez certains politiques aussi, y compris donc à gauche, on est moins quand même dans le déni. Peut-être aussi même, vous ciblez certains hauts fonctionnaires, j'ai l'impression quand même que ils voient un petit peu plus la réalité des choses, non ? C'est juste, oui, mais ça se paye, ou en tout cas ça s'organise avec une contrepartie évidente, c'est-à-dire un clivage. Vous avez ceux qui sont de plus en plus convaincus qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut être responsable, et puis vous avez ceux qui, en revanche, ferment de plus en plus les yeux. Alors, la question après, c'est de savoir pourquoi ils ferment les yeux. Et les motivations, elles sont multiples. Elles peuvent être assez basses et médiocres, le pouvoir, ou alors elles peuvent être idéologiques, parce que ce que vous voyez casse votre modèle idéologique et donc une partie de votre psychisme, et vous le supportez pas. Et puis il y a dans notre pays quelque chose qui est très fort, surtout chez les intellectuels, chez toute cette intelligentsia au sens large, dans lequel vous avez aussi des artistes, on voit bien ce que ça veut dire, qui eux ont le goût de la posture, c'est-à-dire ce sont généralement des révolutionnaires ratés, mais qui trouvent que c'est tellement chic d'avoir une posture de le monde va aller mieux parce que je vais devenir violent. Alors généralement il vaut mieux que ce soit les autres qui deviennent violents, hein, parce que c'est pas ceux qui appellent à la violence généralement qui vont la déployer, l'exécuter. Et ça c'est quelque chose qui dans notre pays fait très mal. Regardez ce qui s'est passé avec Boualem Sansal, qui moi vraiment me fend le cœur, parce que vous voyez certains commentaires de pseudo-intellectuels ou de pseudo-chercheurs, ou parfois de vrais chercheurs, mais du coup on a un petit peu tendance quand même à se demander où est passée leur vertu scientifique depuis quelques années, qui disent des choses atroces. Dire que Kamel Daoud et Boualem Sansal, comme Télérama, sont des héros de l'extrême droite, c'est à vomir. Puis en plus c'est totalement faux. C'est vrai que les gens de l'extrême droite les ont les supportent peut-être plus facilement que certaines personnes de gauche qui ont du mal quand même à tout dépend ce qu'on appelle de gauche. Oui, bien sûr. Non, mais toujours la même histoire. Mais en tout cas, on voit bien que là, il y a quelque chose
qui ressort de la fixation idéologique, mais que ça dit quelque chose sur le rapport qu'ont ces gens à eux-mêmes. Ouais. Le patron du renseignement français, vous parliez de la haute administration, il a été cash il y a quelques semaines sur les menaces et puis l'entrisme. Alors là, en l'occurrence, c'était pas la DGSI, mais le renseignement territorial. Le renseignement territorial, absolument. Monsieur Chamoulot, qui est un homme de bien et qui a une analyse qui est souvent extrêmement juste et pertinente. Déjà, c'est son métier, mais il a parfaitement raison et tous les spécialistes de sécurité intérieure pourraient souscrire à son diagnostic dès demain à 200% en signant en bas les yeux fermés. Oui, parce qu'il dit qu'il y a une menace hétéroclite partout sur tout le territoire, qu'il y a une entrisme des frères musulmans notamment et que ça progresse, etc. C'est ce que vous constatez, vous également ? Ah ben bien sûr. Et j'essaie depuis maintenant quelques mois de faire progresser également une idée qui m'est chère et qui nous est chère à quelques-uns, que je résume de la manière suivante. Il n'y a pas besoin d'une Kalachnikov pour être un djihadiste. C'est-à-dire que la guerre idéologique, le séparatisme, tout ce qui veut casser la République appartient à la sphère mentale de ce que c'est que le djihadisme. Et en plus, ça a été théorisé par les frères musulmans dès les années 1930. Donc c'est pas comme si on découvrait quelque chose il y a 2 semaines, hein, c'est vieux. C'est la prise de conscience qui est difficile. Est-ce que... Bon, on va voir ça dans un instant. On va marquer une légère pause sur Sud Radio. Et puis d'ailleurs, vous pouvez réagir au 0826 300 300 si vous voulez dialoguer ou poser des questions à Eric Delbecq. Donc, 10 ans après Charlie Hebdo, ce livre, Les Irresponsables. On va y revenir sur cette menace. Comment apparaît-elle ? Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas forcément effectivement à la Kalachnikov ou des actes violents. C'est aussi de l'entrisme, de l'idéologie progressivement dans les têtes, dans certains endroits. On va voir ça dans un instant. Même si certains disent, il faut pas exagérer. Par exemple, on disait, les JO ne pourront pas avoir lieu parce qu'il va y avoir des attentats. Finalement, les JO ont eu lieu. Eric Delbecq dans un instant sur Sud Radio. La vérité en face. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h. Tout à l'heure, vous allez retrouver évidemment Valérie Expert, bien sûr, et Gilles Gansman avec leur sujet en fait du jour. Les irresponsables. Eric Delbecq, on en parle depuis quelques minutes avec vous, 10 ans après Charlie Hebdo aux éditions Plomb. Je le disais, est-ce que finalement... Ce que disent certains, il n'y a pas une exagération sur la menace terroriste, c'est ce que l'on avait dit au moment des JO, et finalement, tout s'est bien passé. Alors, c'est vrai que tout s'est bien passé, on est tous heureux que ça soit bien passé, mais dire que c'est une exagération parce qu'il n'y a rien eu, c'est une erreur de raisonnement. Il ne s'est rien passé parce que l'effort de l'État, des services de sécurité, des services de renseignement a été considérable. Les moyens alloués, la disponibilité des forces de l'ordre, le véritable quadrillage qu'on a connu avant les JO et pendant, et le surtravail de la DGSI du renseignement intérieur a fait quand même que ça a bien assaini le terrain. Mais ça ne veut dire à aucun moment que le risque terroriste est plus faible. Non, mais c'est peut-être la démonstration que quand on veut, on peut. Ah oui, c'est sûr. Delbecq, quoi. Mais il faut y mettre les moyens aussi, quoi. C'est vrai que certains caricaturent en disant il y avait plus de flics, d'agents de sécurité à Paris que de touristes, quoi. Bon, après, les gens aiment bien caricaturer quand ça sert à leur démonstration, mais on voit bien en tout cas que déjà le terrain se tient avec des êtres humains. Pas avec des technologies. Même si la technologie sert quand même. Voilà, les drones, par exemple, pour surveiller. Tout à fait, mais la technologie, c'est toujours une manière d'augmenter les capacités humaines, pas de s'y substituer. En fait, la technologie vient rendre les êtres humains plus performants. Alors bien évidemment, il faut l'encadrer par le droit, c'est évident. Mais en l'occurrence, oui, quand on veut mettre les moyens, on peut les mettre. Après, il faut le faire dans la continuité, c'est-à-dire avoir une stratégie qu'on déploie sur des années, voire des décennies. Donc oui, on a quasiment le combat d'une génération pour reprendre le terrain perdu. Oui, c'est ça. Alors, qui est derrière les menaces ? Ça dépend de quelle menace on parle. Alors, voilà. Quand on parle d'une menace terroriste en France. Alors, moi, c'est pour ça que je suis plus à l'aise avec le vocabulaire... si on est sur ce sujet-là, d'islamisme ou de djihadisme. Le terrorisme, c'est une technique, c'est une méthode. Si on parle froidement en matière de sécurité intérieure, le terrorisme, c'est une méthode. Quand on ne peut pas faire de la guerre
quand on ne peut pas pratiquer la guerre ou la guérilla, on fait du terrorisme. Bien. Une fois qu'on a dit que c'était une méthode, oui, il peut y avoir un terrorisme d'ultra-droite, d'ultra-gauche ou un terrorisme islamiste. Mais généralement, on parle de terrorisme pour ne pas employer le mot d'islamisme ou de djihadisme. L'islamisme, c'est la doctrine, et concrètement, comment certains veulent instaurer un califat mondial en pratiquant le djihadisme, c'est-à-dire un combat. Ouais. Dans l'islam, djihad, c'est sans doute le plus beau mot lorsqu'on le comprend théologiquement. C'est l'effort intérieur pour s'améliorer. Ce qu'il y a dans toutes les religions. Mais quand ça devient un concept politique, ça devient le djihadisme, c'est comment casser la République pour instituer un régime totalitaire, je dis bien un régime totalitaire, qui va se nourrir d'un carburant pseudo-religieux. Donc n'importe quel totalitarisme, c'était le cas dans les années 30 au siècle dernier, se nourrissait du terrain intellectuel ou religieux ou idéologique dans lequel il allait naître. Mais il ne faut pas se tromper. L'islamisme et donc le djihadisme, c'est-à-dire la manière d'exécuter l'idéologie, c'est un totalitarisme. Ouais. Mais alors, qui est derrière cet islamisme? J'allais dire que c'est à la fois... On parlait de nébuleuse il y a quelques années, vous vous souvenez? C'est produit à l'extérieur et c'est produit à l'intérieur. Si on fait rapidement une recherche des origines, l'islamisme et le djihadisme naissent dans les années 30, chez les frères musulmans en Égypte. Donc on voit que c'est pas hier, un mouvement fondé par Hassan al-Banna, qui avait deux grandes admirations dans sa vie, qui s'appelaient Adolf Hitler et Benito Mussolini. Bon, déjà on a compris le décor. Et il va utiliser la religion, en tout cas des morceaux de religion, pour créer une idéologie totalitaire qui s'acclimate au Moyen-Orient, et qui est un refus de la modernité, c'est tout, il faut dire les choses simplement. Donc, dans refus de la modernité, il y a refus de la démocratie, il y a refus du libéralisme, des libertés individuelles, tout ce que vous voulez. Donc ça va prospérer plus ou moins. En Égypte, Nasser, au bout d'un moment, il leur dit « vous êtes gentils, mais en fait, vous êtes dangereux ». Donc, étant donné qu'il va les réprimer, ils vont aller un peu partout. Ils vont prendre des bases à peu près partout au Moyen-Orient et dans le Maghreb. Et puis après, ils vont générer chez nous un certain nombre de partisans, sachant que l'étape intermédiaire qui les a fait grossir, c'est la guerre en Afghanistan contre les soviétiques. Et voilà. Ils manipulent, ils utilisent alors une partie aussi de la population musulmane. Oui. Alors quand je dis une partie, c'est probablement infime. Ce n'est pas très. En tout cas, si on raisonne à l'échelle franco-européenne, peut-être. Mais en revanche, il y a une volonté de manipuler, quoi. Un petit peu, alors, et puis après, quelques milliers de personnes, ça suffit pour être dangereux. Quand on dit les salafistes aujourd'hui, c'est quelques dizaines de milliers de personnes en France. Bon, c'est très difficile. À préciser, à mesurer. Mais oui, globalement, c'est vrai. Mais tous ces gens-là ont une capacité de nuisance, d'influence. Alors, il y a l'acte terroriste, bien évidemment, mais je vais donner des exemples concrets du reste. Quand on s'appelle C'est Frioui et qu'on fait tout un bardome autour de l'affaire Samuel Paty, qui conduit à la décapitation du pauvre Samuel Paty, qu'il y a un procès et que ce type-là nous explique qu'il n'y est pour rien... Si c'était pas à pleurer, ce serait à mourir de rire. Et la justice ne s'en est pas laissé compter, puisqu'il a été condamné. Quand vous avez un Imzalen là qui appelle à l'intifada dans les rues parisiennes, bon là par contre, on peut être un peu plus mécontent. Il a pris 5 mois. Et quand aujourd'hui vous avez 3 influenceurs dont on sent à quel point l'intelligence les habite, qui appellent au meurtre... influenceurs algériens qui seraient sous l'influence justement aussi de l'Algérie, direct ou indirect, mais c'est du djihadisme. C'est du djihadisme. C'est du djihadisme. C'est de l'appel à l'assassinat. Ils ont été interpellés. Est-ce que alors justement aussi, puisque vous connaissez toutes ces questions, vous êtes expert en sécurité intérieure, ils utilisent les réseaux sociaux. C'est une façon de propager en fait le discours. Alors ça fait déjà quelques années, mais on a l'impression qu'il y a une explosion en fait à ce niveau-là. Parce qu'on a vécu des épisodes qui sans cesse ont renforcé ce mode de diffusion et qu'on peut faire confiance aux islamistes pour toujours être à la pointe des canaux de propagande. Tout apprenti totalitaire, tout partisan d'une idéologie totalitaire est souvent un expert en manipulation et donc en moyens de communication. Donc bien évidemment, il y a une djihadosphère et elle passe en partie par les réseaux sociaux. Alors comme elle est visible sur les réseaux sociaux, plus ou moins, parce que évidemment il y a des messageries parfois aussi cryptées, mais plus ou moins, ça doit permettre aux enquêteurs de peut-être mieux les surveiller, non? Alors, c'est le dilemme éternel. C'est le dilemme éternel du renseignement. C'est-à-dire que vous surveillez quelqu'un sans intervenir, parce qu'au moins vous savez qu'il est là et vous le surveillez. Alors que si effectivement vous vous saisissez de lui, entre guillemets,
effet splash, Ouais. c'est-à-dire qu'il va renaître ailleurs, soit par le même individu, soit par d'autres. Donc en permanence, il faut faire un arbitrage assez subtil entre il est mieux de le garder à l'œil ou il est mieux de l'arrêter. Là, c'est assez facile. Quand vous avez des gens qui appellent à assassiner de manière indistincte, c'est sûr qu'il faut intervenir. Oui, mais les services de renseignement suivent justement comme Ils ça. font tout pour Parce que tout à l'heure, vous parliez des moyens humains qu'il faut mettre face à la menace terroriste, islamiste, comme vous le dites, mais il y a aussi la technologie qui peut être utilisée pour surveiller, détecter. Oui, mais vous avez toujours quand même besoin de moyens humains. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, la technologie c'est formidable, mais quand vous avez besoin... parce qu'il faut surveiller quelqu'un H24, donc il faut mettre des filatures en place, etc. Vous avez besoin au moins de vos 15 bonhommes pour le faire. Donc il y a quand même, si vous voulez, il y a un mur de la réalité. Et après, surtout, même quand on a des technologies, vous avez une multitude d'objectifs à traiter. Alors on peut automatiser jusqu'à un certain point, mais on ne peut pas tout automatiser, parce qu'en plus il y a des procédures judiciaires qui en dépendent. Donc il faut être précis dans ce qu'on reproche aux gens, dans les qualifications juridiques. Vous ne pouvez pas automatiser, par exemple, l'analyse d'un discours sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes malheureusement 10 ans après Charlie Hebdo. Je dis malheureusement parce qu'évidemment il y a eu ce drame en fait assez terrible. Vous avez été très proche, vous avez travaillé avec les gens de la rédaction, vous les avez surveillés. On a parlé d'un esprit Charlie pendant des années. Est-ce que cet esprit existe encore? Et qu'est-ce qu'il signifie? S'il signifie quelque chose encore je vais commencer par ça. Alors, ce qu'il signifie et ce qu'il en est. On se trompe souvent quand on parle de l'esprit Charlie. Des gens disent mais moi je suis pas Charlie. Non, ce que vous voulez dire c'est que vous n'aimez pas la tonalité du journal, vous n'aimez pas les caricatures, ça vous plaît pas. On a parfaitement le droit de ne pas aimer le style Charlie. En revanche, être Charlie, ça veut dire que on est convaincu qu'on ne peut pas tuer des gens pour leurs idées, pour des dessins, pour des caricatures, parce qu'on se moque de religion. Oui, on a le droit de blasphémer. Donc être Charlie, c'est dire on ne peut pas mourir de par ses idées. Donc même si on n'aime pas le journal, on peut tout à fait être Charlie. Ensuite, bien évidemment, on voit bien qu'aujourd'hui, cet esprit Charlie, il y a encore des sondages qui le montrent récemment et jusqu'à ce matin, globalement, il est partagé quand même très largement par les Français. En revanche, il y a des endroits dans lesquels cet esprit Charlie n'existe pas ou n'existe plus. Moi, je pense qu'en fait, il n'a jamais existé. Il était mimé dans certains endroits. Voilà. Et là, il s'est juste désinhibé. Mais je ne crois pas que c'est des vrais basculements de proportion, si vous voulez. Je pense que simplement, il s'est désinhibé dans des endroits où il était déjà présent. L'absence d'esprit Charlie. Oui, absolument. C'est ce qui est décrit dans votre livre de façon remarquable. Éric Delbecq, Les Irresponsables, 10 ans après Charlie Hebdo, c'est aux éditions Plomb. Merci d'être venu ce matin dans La Vérité en face. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, bien sûr, des débats et la partie médias. Et puis André Berkoff sur le pont et tous les programmes, bien sûr, jusqu'à ce soir.